Moi, je m'appelle Dory Bruyas, je suis la directrice de l'association Fréquence École, en charge de la coordination de cette édition de Numérique en commun qui devait avoir lieu à Lyon et qui a plutôt eu lieu sur les internets. Et pour vous dire qu'on est ravis, vraiment ravis aujourd'hui, de dédier cette masterclass à la question des communs et en particulier des communs numériques. Mais je vais laisser du coup Benjamin Jean du cabinet InnoCube qui prendra le temps de se présenter, ainsi que David Berthiaud de La Rochelle, de nous raconter ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là et ce qu'ils ont à faire avec nous. Et je crois que c'est Benjamin qui va démarrer. Donc à partir de là, moi je suis sur le chat, je vous lis, je vous suis et j'essaierai du coup de vous envoyer des éléments au besoin ou de traiter vos questions. Voilà, merci à tous. Merci Dory. Donc bonjour à toutes et à tous. On est enchanté d'être parmi vous aujourd'hui, donc virtuellement effectivement, pour échanger sur ce sujet des communs numériques d'une part, mais surtout de la manière dont ces communs peuvent trouver place dans des politiques de territoire. Donc je vais commencer par me présenter. David pourra se présenter à son tour. Je m'appelle Benjamin Jean, donc je suis fondateur et directeur du cabinet InnoCube, et c'est, pour faire très bref, un sujet sur lequel on intervient très fréquemment, à la fois du côté des acteurs privés et du côté des acteurs publics, c'est-à-dire comment toutes ces organisations peuvent travailler ensemble pour produire des logiciels, pour produire des données, pour produire des ressources qui leur sont utiles aux uns et aux autres. Donc je viendrai ensuite sur les différents éléments point par point. Donc David Berthiaud, je suis le directeur de la transformation numérique de la ville et de l'agglo de La Rochelle. Et donc voilà, je vais essayer d'apporter quelques cas d'usage issus des projets de La Rochelle pour illustrer notamment cette masterclass avec Benjamin. Et puis essayer justement de démontrer aussi et de montrer qu'on a finalement plein d'initiatives et potentiellement plein de projets de communs numériques dans les territoires, portés d'ailleurs ou non par les collectivités. Voilà. Et on a aussi, alors il est caché, mais Vincent Bachelet qui a participé avec nous à la préparation de cette masterclass. Je vous remercie au passage. Donc on peut commencer tout de suite. On n'a pas énormément de temps, 1h30, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Donc pour revenir sur les objectifs de cette masterclass, alors pour nous c'est un temps assez fort. On parle dans le cadre de numérique en commun. On a le sujet des communs qui est central. Maintenant, qui revêt différentes formes, je dirais, ou même qui ne parle pas à chacune et chacun de la même manière. Et l'objectif de cette masterclass, c'est à la fois peut-être de réexposer les concepts, de les expliquer, donc de les situer dans les actions de chacun, et aussi de vous donner un certain nombre on appelle ça une checklist, donc il y a d'actions clés qui peuvent être réalisées dans les différentes phases de la préfiguration à la vie et à la conception d'un projet sous forme de commun numérique, aussi pour vous accompagner. Alors, c'est un travail qu'on a réalisé. Donc, c'est la préparation de ces quelques slides de la masterclass. C'est un travail qu'on a réalisé avec David Berthiaud dans l'idée d'être le plus opérationnel possible. Il y a des éléments théoriques, donc on va quand même, mais qui me semble nécessaire pour que chacun puisse se situer au mieux. Et on va essayer d'alterner comme ça à la fois des réflexions un peu globales et puis des réflexions très, très terrain, des illustrations. C'est c'est notre contribution au sujet. Il y a certainement des choses qui pourront être rajoutées, notamment suite aux échanges qu'on aura dans le cadre de cette masterclass. Donc, on a souhaité, et d'ailleurs, reviendra là-dessus, en faire peut-être quelque chose d'assez collaboratif et participatif, donc il y a autant que possible. Et donc, ce qu'on va voir, c'est découvrir dans quelle mesure penser un projet comme un commun numérique va changer la manière dont on développe le projet au sein de son organisation et avec les organisations qui vont nous rejoindre. Il y a toute une analyse plus méthodologique, c'est-à-dire comment un projet ouvert, comment un projet de commun numérique finalement diffère d'un projet traditionnel et donc la manière dont on peut l'anticiper lorsqu'on se projette sur ce type de démarche. Et il y a tout un axe, alors je ne l'ai pas dit, mais qui est plus ma formation initiale, juridique, mais aussi, alors pas au sens d'expertise du droit associé au commun numérique, c'est surtout pour comprendre comment le droit peut permettre de sécuriser, de fluidifier ces logiques de collaboration avec un ensemble d'acteurs privés, publics, sociétés civiles, on y reviendra, très diversifiés. Tout le travail qu'on va vous présenter s'appuie, alors une bonne partie s'appuie sur
Un autre chantier qui a été mené dans le cadre de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et plus récemment en coordination, en partenariat avec l'incubateur des territoires, qui est la boîte à outils des communs numériques. Donc, c'est une ressource qui est citée aussi sur le parcours commun numérique pour celles et ceux qui l'ont suivi et qui fera l'objet d'un atelier contributif le 15 décembre. Teasing en même temps. Mais encore une fois, tout ce qu'on vous présente, c'est à la fois basé sur notre propre expérience, expertise, mais aussi en pleine évolution. Donc, n'hésitez pas à contribuer dans cette masterclass, mais même plus tard, sur la boîte à outils en tant que telle, qui est une boîte à outils donc, qui est mise à disposition de tous les acteurs, notamment collectivités, qui souhaitent entrer dans cette démarche. C'est pour moi celle-ci. Merci Benjamin. J'attendais la slide switch. On a souhaité faire de cette masterclass en fait quelque chose d'un peu plus participatif que quelque chose de trop descendant. Et donc, on a mis en place, avec l'aide de Fréquence École, en fait, un Klaxoon, donc une petite application Internet qui va permettre, notamment sur la base d'un tableau un peu interactif, pouvoir déposer des post-it. Donc, on va vous mettre en fait le lien. Il est peut-être déjà présent sur le chat. On va vous inviter à vous connecter, à l'ouvrir dans un navigateur Internet un petit peu à part. Et puis, la façon dont on va fonctionner, c'est qu'on va, pour éviter en fait de couper la présentation, on l'a structuré en fait en 3 phases, notre présentation. Et donc, à la fin de chaque phase, on va revenir sur le Klaxoon pour lire un peu les questions qui auront pu être posées, voir également les contributions qui auront pu être également déposées, parce qu'il y a plusieurs façons en fait de contribuer en fait dans cette masterclass. C'est parce que vous avez peut-être parfois des retours d'expérience à nous faire part. Donc là, on utilisera plutôt un post-it vert dans le Klaxoon pour les signaler. On a un post-it jaune qui va être utilisé plutôt pour poser des questions. Et puis, si jamais vous avez une ressource à proposer, un lien web, un fichier PDF à partager, etc., utilisez plutôt un post-it rouge. Et donc, l'intérêt pour nous, c'est qu'on va justement commencer à créer un petit peu un commun avec ce tableau-là, et puis enrichir effectivement notre présentation, finalement, des retours d'expérience, des réponses aux questions qui seront posées, et puis des ressources dont vous avez connaissance et qu'on va pouvoir également valoriser dans le cadre de cette masterclass. Donc tout ça, en fait, ça va se faire à travers le lien Klaxoon. C'est assez simple. Vous avez juste un pseudo, effectivement, à saisir pour vous connecter. Et puis ensuite, il y a un petit bouton tout en bas qui est symbolisé par un rond avec un petit plus à l'intérieur qui vous permet d'ajouter en fait un post-it et puis donc de choisir la bonne couleur en fonction du type de contribution dont vous voulez faire part, et puis ensuite de le positionner effectivement dans la bonne phase, et peut-être même aller jusque aux éléments thématiques qui sont associés à chaque phase et qui sont symbolisés par des petits ronds bleus. Donc n'hésitez pas effectivement à vous connecter un peu en parallèle du Klaxoon et puis à alimenter en question. Comme ça libère un petit peu le chat de ces questions-là, parce que comme il y a beaucoup de float, parfois, on peut ne pas voir forcément certaines questions ou ne pas forcément prendre le temps d'y répondre. Là, pour le coup, on prendra bien le temps d'y répondre à l'issue de cette masterclass, enfin pendant la masterclass et aussi après. Donc, je pense que c'est un outil collaboratif intéressant. Et puis, au-delà de ça, à la fin de chaque phase, on pourra aussi vous donner la parole pour expliquer vos questions si besoin s'en fait sentir. Voilà. Donc, on vous laisse quelques secondes pour vous connecter. Et puis, David, je ne sais pas si tu m'entends, ma proposition, c'était de partager mon écran peut-être pour rendre le board accessible en visu pour ceux qui, du coup, ne pourraient pas le voir, ce qui fait que je ne participe pas au board, mais qu'au moins tout le monde le voit. Et peut-être deuxième chose et un point important, en fait, les post-it ne sont pas nominatifs, donc si vous pouvez mettre votre prénom et nom dans la proposition entre parenthèses de questions, comme ça on pourra savoir qui l'a posé et peut-être vous donner la parole. Mais je prends aussi les questions du chat que je pourrais pusher. Super. Et donc oui, effectivement, Doris, si tu peux effectivement projeter sur ton écran le Klaxoon, c'est une très bonne idée. Ouais. Merci. Vous avez la possibilité aussi de liker, de rajouter, lorsque une contribution a déjà été faite, votre intérêt pour la contribution en question. Bon, saisissez-vous de l'outil. Et le but, c'est d'essayer d'être le plus participatif possible sur le sujet. Voilà, donc on peut passer au slide suivante si tu veux, Benjamin, comme ça, ça peut être fait en parallèle par les participants. Alors,
sur le concept même, sur la notion de commun numérique, même sur la notion de commun, c'est un sujet qui est loin d'être nouveau. Donc, les communs, on en parle depuis de nombreuses années, avant même que le numérique, d'ailleurs, rentre dans nos usages. Donc, toutes les personnes qui ont suivi le parcours commun numérique sont a priori complètement au fait de cette première présentation, mais je reviens sur les notions et puis voilà, qui sont nécessaires pour comprendre la suite. Donc, l'idée des communs, et je fais d'énormes raccourcis, mais je pense que c'est suffisant pour ensuite pour échanger sur les différentes actions qu'on va évoquer. L'idée des communs, c'est d'envisager entre ce qui est de l'ordre du domaine privé, la propriété de chacun, et ce qui est de l'ordre du domaine public, la propriété qui est gérée par l'administration, une voie un peu intermédiaire en se disant, finalement, on ne raisonne pas tant en termes de propriété de l'un ou de l'autre, on raisonne entre une propriété partagée au sein d'un ensemble d'acteurs, publics et privés, qui est organisée, donc à la fois la production, la conception et la maintenance, la préservation de cette propriété, et repose sur des règles qui ont été définies par la communauté qui en fait l'usage. Donc c'est un point relativement important et fort dans cette notion même de commun. Et on va utiliser donc cette notion de bien commun ou de commun pour désigner tout ce qui est produit, tout ce qui est géré, utilisé par cette communauté. Ça peut être donc ça peut être du matériel, ça peut être des terrains, ça peut être on a des exemples d'immeubles gérés en commun, des exemples de péniches sur Paris gérés en commun, des sociétés Haute-Paris par exemple. J'arrête d'être trop chauvin, désolé. Mais il y a énormément d'exemples qui peuvent être cités à l'international de ressources qui sont ainsi organisées et gérées en commun. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la manière dont ça peut s'appliquer au sein du numérique, sur des ressources qui sont des ressources numériques. Alors, il y a plusieurs avantages, à mon avis, il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que lorsqu'on parle de commun dans le domaine du numérique, on bénéficie de la propriété, en tout cas intrinsèque au numérique, qui en fait un bien non rival et non exclusif. Alors, pareil, tous ces éléments sont développés dans le cadre du parcours commun numérique que je vous invite à suivre pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Mais cette idée de non-exclusivité et de non-rivalité, c'est l'idée que finalement l'usage par l'un n'empêche pas l'usage par l'autre, et l'usage par l'un ne vient pas limiter, dans le sens, ne vient pas entamer la ressource qui sera ensuite utilisable par un autre. Donc, le numérique, en fait, favorise à la fois la conception et aussi l'utilisation en commun de ressources. Et en plus, notamment lorsqu'on raisonne en termes de politique publique, mais c'est vrai pour énormément de pans de notre société, le numérique, bien souvent, c'est un passage obligé. C'est un moyen pour être plus efficient, pour être plus efficace, pour pouvoir aussi avoir une action qui est conforme à la société dans laquelle on vit. Mais ce n'est pas une fin en soi. On ne fait pas du numérique juste pour le plaisir de faire du numérique. En tout cas, ce n'est pas le métier, la majorité des acteurs qui font du numérique, des organisations qui rentrent dans cette démarche. Et donc, faire en sorte qu'il y ait le maximum de ressources communes numériques, c'est aussi s'assurer de partager et de participer à la conception des ressources qui sont nécessaires aux uns et aux autres. Et c'est la raison pour laquelle on va trouver à la fois des acteurs publics et des acteurs privés qui convergent vers ces logiques de commun. Alors, quelques exemples de commun numérique, j'en citerai d'autres, nous en citerons d'autres au cours de la présentation. OpenStreetMap, qui est un projet qui est particulièrement connu et très utilisé au sein des collectivités ou de l'administration. Pour information, il y a une étude qui a été réalisée courant de l'année 2020 justement sur l'usage et la valeur que présentait OpenStreetMap pour les collectivités. Et cette étude sera partagée sur le site du laboratoire, Société numérique de l'ANCT. Donc je pense que c'est un exemple de commun numérique qui vient plutôt du secteur privé et qui est particulièrement utile aussi au secteur public. On a des projets comme Open Food Fact aussi, qui est organisé par une communauté utilisée par des acteurs publics, des acteurs privés, aussi dans une vocation d'intérêt général, on y reviendra. Et puis, sans passer trop de temps sur les autres, j'évoquais Wikidata, qui est toute MediaWiki, Wikimedia, Wikidata, toute cette sphère autour de Wikipédia qui sont organisées, je dirais, comme des communs, et des projets comme Decidim ou Linux qui, je ne rentrerai peut-être pas trop dans le détail, mais sont des projets qui, pour Decidim, sont particulièrement représentatifs de la manière dont des collectivités, dont des acteurs publics et territoriaux peuvent changer par le numérique leur manière d'agir et surtout le faire dans une logique de commun parce que ça permet de ne pas
uniquement raisonner à leur échelle, mais aussi la partager avec d'autres acteurs à différents échelons territoriaux. Donc cette notion de commun numérique, première représentation, cette notion de commun numérique renvoie à 3 composantes. À la fois une communauté, donc ce qui est désigné sous forme d'acteurs hétérogènes, c'est-à-dire que autour d'un, en fait, ce qui va constituer, ce qui constitue la force d'un commun, ça va être la communauté qui est derrière, qui participe à la fois à son élaboration, à sa maintenance, à son usage, et donc qui fait en sorte que le commun soit toujours pertinent pour la communauté en question, mais aussi continue vivace, c'est-à-dire qu'il continue à vivre, il ne dépend pas que de l'un ou que de l'autre, ou que d'un ou de plusieurs acteurs, mais d'un ensemble d'acteurs, et donc qui puissent se pérenniser, quelle que soit la vie des membres individuellement, je dirais. Donc à la fois acteurs publics et privés, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, clients, fournisseurs, individus, organisations, partenaires, concurrents. C'est vraiment un lieu à terrain neutre, et c'est d'ailleurs un point qui est intéressant dans ces communs numériques, cette logique d'ouverture et de collaboration, c'est que l'objectif étant vraiment tourné vers la collaboration, vers la production de ressources qui intéressent collectivement tous ces acteurs-là, finalement, on peut travailler avec des gens avec lesquels on n'aurait pas, sans ça, nécessairement l'habitude de travailler. Ça permet parfois de faire tomber les barrières fort utiles. Alors, donc, la communauté qui participe à la production de ressources partagées ouvertes. Alors, les ressources, elles peuvent être diverses et variées. J'ai cité les référentiels. Les référentiels, tout ce qui permet des acteurs de travailler ensemble et d'avoir des mêmes manières de communiquer autour de données, une même manière de produire des logiciels ou d'interfacer des logiciels. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail, mais les référentiels font partie des premiers développements, des premiers produits en termes de communauté ouverte. Tout ce qui est logiciel, tout ce qui est base de données, tout ce qui est œuvre, création, connaissance, tout cet ensemble de ressources numériques peuvent être produites collectivement et partagées au sein de cette communauté et au-delà. Un des points qui est aussi important dans le domaine du numérique, c'est que finalement, partager au-delà de la communauté, c'est un potentiel en termes d'inclusion de nouveaux contributeurs, alors que ça n'enlève rien à la communauté en question. Donc, on peut être beaucoup plus ouvert et inclusif qu'on ne le serait sur des ressources complètement matérielles et physiques. Le dernier point, donc communauté, ressources, dernier point, c'est les règles de gouvernance à la fois de la communauté et de la ressource. Et ça se traduit par des chartes, par des licences associées aux ressources, des accords, donc une manière de gérer la contribution et des partenariats avec des acteurs qui sont directement rattachés à la communauté ou qui gravitent autour de la communauté en question. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail sur cette notion même de commun numérique, mais encore une fois, je vous invite à parcourir, donc à consulter le parcours commun numérique dans lequel vous avez vraiment tous ces éléments qui sont à la fois explicités et avec qui bénéficient d'un fort travail, je dirais, pédagogique dans le cadre de numérique en commun pour faire en sorte que ça soit directement appropriable et utile à chacun. Et l'un des points, peut-être juste pour insister sur la notion de la communauté, l'un des points qui est vraiment utile, c'est que c'est une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire que le coût d'initialisation d'un commun est aussi élevé, si ce n'est plus, que le coût d'initialisation d'une ressource pour soi-même. Si on veut qu'il y ait d'autres acteurs qui nous rejoignent, il faut produire la ressource, mais en plus, il faut produire tout le cadre qui permettra à cette ressource d'être soutenue par une communauté. Mais en revanche, le fait de rentrer dans une logique de communauté va permettre au final à la fois d'autonomiser la ressource, mais aussi de la faire reposer sur tous les acteurs qui participeront à son développement. Donc, au plus la ressource reçoit de contribution, au plus elle offre de fonctionnalités, au plus elle est attractive, au plus sa communauté augmente, au plus elle reçoit de contribution, au plus elle est fonctionnaliste. Donc là, c'est cette notion vertueuse aussi qui fait que de plus en plus de communs numériques, de ressources produites de la sorte, finalement deviennent des passages obligés. Et l'exemple que j'évoquais tout à l'heure avec OpenStreetMap, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais bien souvent, maintenant, ne pas utiliser OpenStreetMap dans un projet qui nécessite d'utiliser de la cartographie ou de référencer des initiatives locales, par exemple, ne pas le faire doit presque être justifié. C'est-à-dire que le principe devient de s'appuyer sur des ressources qui sont soutenues par des communautés. Et l'importance de comprendre le modèle des communs numériques et le fonctionnement des communautés, justement, est une conséquence de l'importance que ces ressources ont dans les actions des uns et des autres. Bon, je m'arrête là. David? Ouais, sur les communs et l'action publique, effectivement, il y a beaucoup il y a une forte adhérence potentiellement, parce qu'on a quand même plutôt
au sein des administrations, collectivités, États, finalement un ADN, puisqu'on est porté évidemment sur la transparence de l'action publique, on est porté sur, dans nos gènes, effectivement, de faire en sorte que l'argent public ne paye pas finalement aussi deux fois, finalement, les différents livrables. On a parlé tout à l'heure de référentiels, on a parlé de logiciels et autres. Donc on a effectivement une propension finalement peut-être plus importante que d'autres acteurs finalement à développer aussi des communs numériques pour le bien commun, pour le plus grand nombre. La difficulté qui se pose parfois aussi, c'est que les collectivités, c'est un monde effectivement qui est extrêmement satellisé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes morales extrêmement différentes et donc on a tous tendance, parce qu'on a des agendas stratégiques un peu différents, des situations un peu différentes à vouloir développer chacun un peu dans son coin, finalement nos projets et pas forcément aussi à se poser la question de créer un commun peut-être au départ qui peut aussi servir à d'autres, mais potentiellement le terrain est là, parce qu'on a évidemment cette dimension collective qui est finalement un peu la base et l'ADN finalement d'un projet de commun. On essaye aussi les uns les autres, quand on est en collectivité, d'associer le plus de monde possible aussi à la gouvernance ou à la co-construction des projets. Et c'est aussi quelque part un peu le prérequis quand on se lance un petit peu dans cette aventure-là. Benjamin l'avait dit tout à l'heure en introduction. On a un projet de commun, ça ne s'aborde pas de la même façon qu'un projet traditionnel. Et on a tous tendance à aller très vite dans les projets un peu traditionnels parce qu'on le maîtrise, parce qu'on connaît, parce qu'on a souvent des délais qui sont contraints. Mais souvent, si on veut effectivement bien mettre sur les rails des projets de commun, on a quand même des préalables effectivement à mettre en œuvre, même si il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire qu'un projet qui démarre, on peut aussi après coup effectivement le faire en sorte, même si on le raccroche à un projet de commun, mais c'est quand même mieux évidemment de le penser dès le départ, parce que dans la co-construction et la création de la communauté, c'est toujours plus facile d'associer les personnes dès le départ que de les raccrocher une fois que le projet est ficelé, parce qu'évidemment ça n'a plus le même sens et on voit bien qu'effectivement ça biaise aussi un petit peu ce genre de choses. Pour nous, en tous les cas à La Rochelle, on voit qu'on de moins en moins aussi on essaie d'avoir d'enclosure quelque part aussi dans les différents projets ou les différentes solutions effectivement qu'on est amené à mettre en place pour répondre à des besoins de territoire. Il faut aussi forcément partir des politiques publiques, du territoire, du contexte territorial pour aussi amener quelque part et trouver un point commun et un dénominateur commun finalement pour construire ces projets-là. Et on pense effectivement que l'échelle de la collectivité ou des territoires est une bonne échelle, même si ces projets ils sont évidemment co-construits avec l'ensemble des partenaires et donc pas uniquement simplement portés de manière descendante finalement par les institutions. On a beaucoup aussi de projets sur lesquels on peut nous contribuer, pas forcément porter ou amener, parce qu'ils sont initiés par des associations ou d'autres acteurs qui sont parfaitement légitimes. Voilà. Et alors des réflexions comme ça qui me viennent. Alors, deux choses. Récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Henri Verdier, qui est ambassadeur pour le numérique auprès des affaires étrangères, a notamment communiqué sur l'aspect stratégique des communs numériques dans la politique du ministère. On a de la même façon l'AFD qui en conséquence qui intègre aussi ces réflexions dans sa propre stratégie, dans ses plans stratégiques. Alors, on a des acteurs comme les différentes agences, je pense notamment à l'ADEME, qui sont assez moteurs sur ces sujets-là. On a des acteurs aussi, là par exemple, parler de RTE, donc réseau de transport de l'énergie, qui en font aussi une politique systématique dans le cadre de leurs achats et dans leur stratégie de développement, notamment numérique. Donc, il y a vraiment une tendance forte, à la fois d'un point de vue très politique et d'un point de vue très opérationnel, à s'approprier ces sujets de commun numérique et à trouver la posture qui correspond aux diverses organisations. Ouais, pour compléter peut-être ton propos, Benjamin, effectivement, on a certains appels à projets, alors qui ne parlent pas forcément toujours de manière explicite de commun numérique, mais ils parlent de réplicabilité finalement des projets. Il y a tout un tas d'autres mots-clés qui sont associés et qui peuvent laisser penser effectivement que finalement, quand on répond à cet appel à projet, il faut être en mesure effectivement d'associer, en gros, pour que ce soit réplicable aussi ailleurs, le mieux c'est quand même de créer un commun. Enfin, c'est quand même un peu la base. Et on voit que de plus en plus effectivement dans les critères de certains appels à projets, notamment de la Banque des territoires ou d'autres,
qui sont des instances qui incitent et qui invitent effectivement à partager, à répliquer finalement des initiatives qui sont soutenues financièrement à un endroit, à d'autres endroits. Et donc, ça matche aussi beaucoup avec ce type de dispositif d'aide, notamment de l'État et d'autres partenaires. Et trois exemples de communs numériques directement liés à l'action publique qui sont, que vous pourrez retrouver aussi, chacun d'entre eux a fait l'objet d'une interview présentée sur le site de NEC. Open Fisca, Rendez-vous Solidarité et Si j'ai accompagné, qui sont des initiatives qui justement participent ainsi aux actions des organisations publiques, mais en incluant dans le dispositif et la production et l'utilisation de la ressource des acteurs privés. Donc chacun a des niveaux de maturité et sur des missions et des objectifs qui sont distincts, mais à chaque fois avec concrètement cette volonté de pouvoir, plus que seul, travailler dans une communauté à la production et à la maintenance de ressources. Encore une fois, l'idée de cette masterclass est de vous donner une vue un peu globale, mais n'hésitez pas à consulter aussi ces interviews. On référence aussi le tutoriel au commun numérique, qui était une action qui avait été initiée dans le cadre du tout premier numérique en commun. Donc, il y a 2 éditions de ça. Et pareil, dans lequel ce qui est intéressant dans la démarche, à la fois, il y avait tous les acteurs qui travaillaient sur les communs numériques qui convergeaient pour essayer de définir, en tout cas de participer à l'émergence de ce tutoriel-là, mais aussi en termes de résultats, plus de la démarche, il y a donc le tutoriel en lui-même est un commun, peut-on dire, mais en plus de la démarche, il y a eu toute une production d'ailleurs de rédaction qui permet d'expliciter des éléments qui sont à l'appui de ce qu'on peut dire aujourd'hui. David, si tu veux enchaîner ou sinon je peux… Oui, on a 3 étapes donc, qui sont d'ailleurs aussi matérialisées dans le klaxon pour contribuer à un commun. On a effectivement la phase d'initialisation, la genèse du projet. Avec le casque, ça ne marche pas. La phase de préfiguration. Et donc, ça, c'est la première étape. C'est un peu le plan de notre intervention. On a une deuxième étape, effectivement, c'est une fois qu'on a initié la démarche et comment on contribue, comment on structure, avec des éléments juridiques, des éléments techniques, de gouvernance, de la participation donc à la vie du commun numérique. Et puis, on est dans la phase d'envol, d'autonomisation finalement de cette démarche-là. Et là aussi, évidemment, un commun, quelque part, c'est un projet aussi qui ne se termine jamais, encore un. Et donc, là aussi, il y a des règles, des bonnes pratiques, des ressources qu'on va également pouvoir vous communiquer pour, en tout cas, des retours d'usage qui font que, voilà, on a aussi intérêt, évidemment, sur la durée de finalement ce projet de commun, à mettre en place tout un tas de dispositifs qui vont assurer sa pérennité, en quelque sorte. Et l'idée de ce phasage, c'est vraiment qu'il est utile d'anticiper au mieux, notamment en pensant déjà le projet tel qu'il sera coordonné ou qui sera mené de manière collaborative avec d'autres acteurs, en pensant aussi la sortie peut-être de la collectivité ou de l'acteur, la sortie du commun qu'il a pu initier ou qu'il a rejoint. Vous avez certaines parties donc, vous allez voir, pour chacun d'entre eux, on a essayé d'avoir à chaque fois des actions clés. Vous avez certains éléments qui sont linéaires, c'est-à-dire que parfois, finalement, toutes les phases se succèdent. Parfois, les différentes actions vont être menées en parallèle ou dans des ordres différents. Ce qui est important, c'est plus d'un point de vue global, savoir que ça fait partie des actions auxquelles il faut réfléchir et la réponse que vous pouvez leur apporter pour chacune d'entre elles peut différer. Ouais, ce n'est pas forcément itératif parfaitement comme démarche, clairement. Ouais. Donc, sur la première phase qui est la préfiguration, préparer la constitution en commun numérique, donc un projet politique. On a trois sous-parties. Il y a 3 points qui nous semblaient importants à détailler à ce moment-là. À la fois, cibler le besoin et son environnement, guider les parties prenantes autour d'un objectif commun. Donc, on sait ce qu'on veut. Ensuite, on fait en sorte d'avoir d'autres acteurs qui nous rejoignent dans cette démarche et clarifier le statut des contributions passées, présentes et futures. Donc, on se projette déjà sur la suite, mais en clarifiant et en nettoyant, c'est on dit juriste, mais en tout cas en assainissant la base sur laquelle on va construire ensuite une ressource qui sera commune et qui continuera à évoluer.
On se répartit un petit peu les slides de manière dynamique avec Benjamin pour que voilà, ce soit un peu dynamique pour vous. Moi, je suis la personne qui pose la question et Benjamin, c'est l'expert voilà, qui répond et qui nous éclaire. Et justement, on a besoin, quand on cherche justement à avoir une vision claire des ressources qui sont déjà développées, c'est comment on peut procéder. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a quand même une problématique autour du porté à connaissance des projets dans les territoires ou au-delà. Et donc, comment effectivement initier ces démarches-là quand on n'a pas forcément connaissance des ressources qui sont disponibles ou des projets ou des solutions qui peuvent répondre à un besoin. Et puis, le deuxième point sur lequel on va essayer d'apporter quelques réponses, c'est de mesurer en fait l'opportunité. C'est-à-dire que voilà, à partir de quand je vais développer, m'engager moi-même dans un projet de commun et à partir de quand je vais pouvoir effectivement plutôt cibler un projet de commun qui est déjà existant et vouloir y contribuer. Donc là, effectivement, il y a un petit peu une fourche sur laquelle il faut se poser un petit peu et réfléchir d'abord sur son besoin et puis ensuite rejoindre ou pas un projet de commun ou partir de zéro. C'est ça. Et donc, les enjeux, c'est vraiment de clarifier le besoin. À quoi veut-on répondre précisément? Quels sont les besoins sur la base desquels on veut produire nos propres ressources, mais aussi potentiellement réunir d'autres acteurs. Pour ce faire, ce qui est important, c'est aussi d'un point de vue plus, gérer l'échelon subséquent, c'est d'un point de vue des ressources qui vont être produites au soutien du besoin qui est le nôtre, d'identifier si on a besoin, en fait, de quoi a-t-on besoin, de logiciels, de bases de données, d'API ouvertes, bon, peu importe, de comprendre concrètement ce sur quoi on va reposer notre action publique et du coup sur quoi la collaboration pourra être menée. Une fois qu'on a cette vue-là d'identifier les acteurs intéressés par le projet commun, d'identifier les projets existants. Alors ça, c'est l'un des points aussi qui est à la fois du bon sens, mais aussi le plus souvent, je pense, non réalisé. En tout cas, c'est identifier les projets existants, donc susceptibles de répondre à toutes les parties du besoin. Donc, s'assurer que ce qu'on va produire n'existe pas déjà, ou n'existe pas presque comme on le souhaiterait. Et donc, penser en termes de réutilisation, en termes de mutualisation et de convergence, plutôt qu'en termes d'initialisation de nouvelles ressources. Alors parfois, notamment dans le cas des actions publiques, c'est compliqué parce qu'on veut avoir ses propres ressources, ses propres projets, mais il faut aussi bien comprendre que les deux ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez coproduire que vous n'allez pas avoir votre projet sur lequel vous allez pouvoir communiquer et avoir tout le déroulé, je dirais, traditionnel et qui est nécessaire aussi pour asseoir ces actions sur un territoire. Donc les deux peuvent se découvrir. Vous pouvez très bien produire ensemble et en même temps que vous avez vos propres projets. Si je fais juste une analogie, lorsque vous avez des acteurs de type, alors je ne sais pas s'il faut qu'on parle d'eux, mais de type Google ou Amazon ou Facebook, tous ces acteurs qui sont loin d'être philanthropes, qui participent à la production de communs numériques, ils ne le font pas, ils ne le font clairement pas par philanthropie, par altruisme, par amour des uns et des autres, ou pour participer à une société plus ouverte et plus collaborative. Ils le font parce qu'ils ont un intérêt direct. Et surtout, la manière dont ils le font, leur permet à la fois de mutualiser, de s'assurer d'avoir les ressources qui sont nécessaires à leur activité, mais aussi dans les produits, dans les services qu'ils peuvent ensuite construire sur la base de ces communs qu'ils ont coproduits. Ils encadrent déjà ce qu'ils font, ils le font en leur nom, avec leur image, exactement de la même manière que ce qu'ils pourraient faire par ailleurs. Donc, les deux ne doivent pas non plus être exclusifs. Ce n'est pas parce que vous êtes dans des démarches de commun que vous n'avez pas vos propres politiques publiques, que vous n'avez pas vos propres projets sur lesquels aussi continuer à investir, à pérenniser et qui peut soutenir donc, une action politique territoriale. Oui, pardon. Ouais, peut-être Benjamin, juste pour préciser peut-être sur la partie un peu collectivité, mais je pense que dans les entreprises ou associations, en fonction des tailles, c'est un peu pareil aussi. Effectivement, faut pas négliger le fait de bien cartographier peut-être un peu les acteurs aussi au départ, quand on parle de cibler les acteurs. C'est-à-dire que c'est déjà d'identifier au début du projet quels sont les acteurs qui sont susceptibles dans votre organisation, être intéressés ou associés à ce projet de commun. Comme les acteurs éventuellement du territoire, alors le territoire, ça peut être le territoire national parce que le projet potentiellement il là ou plus quelque chose de plus local. Mais voilà, on voit effectivement que sur ces projets-là, effectivement, si on associe relativement tôt ou plus tôt,
finalement des compétences juridiques en interne, c'est mieux. Le projet de commun, traditionnellement, si on prend l'exemple par exemple des logiciels libres, généralement, c'est plutôt alors, les directions informatiques par le passé ou les directions des systèmes d'information qui ont un peu essayé d'introduire des logiciels libres ou pas dans ces démarches-là. Mais je pense qu'il faut que ça sorte justement un peu, enfin, que ça sorte un peu des problématiques un peu techniques et que finalement les métiers, les services, les élus, le management, quelque part aussi s'emparent un peu de ces sujets. Et ça ne doit pas être l'apanage finalement de techniciens. Voilà. Et donc, il y a voilà, un projet. On peut faire un projet de commun quand on est dans une direction environnement ou une direction transport mobilité. Après, le support informatique, c'est un des supports. Mais voilà, en tout cas, il faut essayer de bien cartographier et de bien identifier effectivement ces acteurs internes et aussi externes pour les associer finalement dès le départ par rapport aux besoins métiers finalement ou aux besoins qui se fait jour pour derrière effectivement initier une démarche qui soit la plus inclusive possible quelque part. Je dirais que c'est d'autant plus important si vous n'incluez pas le risque de ne pas inclure des personnes chez vous qui pourraient être un vrai soutien au projet de commun. C'est finalement qu'elles se positionnent contre le projet, simplement parce qu'elles considèrent que vous avez été mal conçu pour des raisons qui leur sont personnelles. Mais la meilleure façon d'avoir l'adhésion, c'est vraiment dès le début de faire ce recensement et d'impliquer autant que possible. Et on a un peu perdu de vue peut-être dans les collectivités aussi, peut-être alors cette notion de commun, on voit ce que ça veut dire, mais on ne sait pas forcément ce que ça implique et ce que ça veut dire. D'où l'objet aussi de cette masterclass pour aussi sensibiliser, mais je pense qu'on a beaucoup de vulgarisation et de sensibilisation aussi à faire dans nos collectivités, dans nos territoires ou dans nos structures, dans nos organisations pour expliquer ce que c'est. Parce qu'effectivement, c'est des projets entre guillemets, quand même pas comme les autres, mais en tout cas qui, je pense, matchent bien avec l'intérêt public qu'on défend tous, probablement les uns les autres. Et donc, on a parlé pendant pas mal de temps de logiciels libres dans nos collectivités. Voilà, on en fait forcément sans le savoir aussi. Mais voilà, je pense que ça doit être effectivement remis peut-être à l'agenda stratégique des collectivités, ce type de principe. Et en tout cas, comme aujourd'hui, on vulgarise, on sensibilise beaucoup sur la data, sur l'open data, je pense que voilà, ça fait partie du socle de connaissances aussi un peu à diffuser dans nos organisations. Alors, peut-être, du coup, pour amorcer une toute petite transition participation, parce que je pense que c'est vers ça qu'on glisse progressivement, j'ai une question, je la garde pour après, on fait comment? Je la pose quand? Alors, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on le ferait en fin de chacune des phases. Ok, donc on n'a pas fini la phase, donc ça veut dire que ça attend. Mais je propose justement de poursuivre sur le temps collaboratif qui a été prévu. Ouais, donc, on y arrive juste. Voilà, on y arrive. Donc, face aux questionnements et aux enjeux auxquels il faut pouvoir apporter une réponse dans cette première phase de clarification du projet, finalement, comme action clé, il y a vraiment cette idée de formaliser les caractéristiques principales du projet. Pareil, c'est enfoncer les portes grandes ouvertes, mais ce dont on se rend compte, c'est que souvent, même lorsqu'on va démarcher d'autres acteurs autour de nous, autour d'un projet pour lequel on pense qu'ils ont tout intérêt à faire partie, à contribuer, on se rend compte que le projet en lui-même n'est pas caractérisé, parce qu'en fait, il n'est pas délimité, on ne sait pas précisément pourquoi on veut le faire, si peut-être, il y a la commande, mais surtout le comment on va le faire, les ressources qui vont être produites et celles sur lesquelles on va pouvoir apporter du collaboratif. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important. La cartographie des acteurs concernés, des ressources existantes et mobilisables pour répondre aux besoins. Pareil, ça c'est crucial. Alors, c'est des choses qui peuvent aussi complètement être crowdsourcées, donc il y a aussi partagées et mutualisées. Et l'un des points qu'on évoquait aussi, qui me semble important, c'est d'informer en interne, au sein de l'équipe, de cette volonté d'initier, de rejoindre cette démarche de commun numérique, faire en sorte que ce ne soit pas juste l'idée d'une personne, mais au contraire, un projet qui s'inscrit dans une politique plus large. Je vois que je t'ai un peu spoilé. Non, Bon, on peut peut-être passer effectivement à la question Klaxoon, parce que je vois, Dory, qu'il y en a une, effectivement. Ouais, j'en ai une sur Klaxoon, et du coup, je veux bien que soit David, soit Benjamin, vous partagez votre écran, parce qu'en fait, on ne peut pas ou je partage, mais vous départagez, bref, on ne peut pas. Je vais le faire. Comme ça, voilà. Tchop. Voilà, simplement pour dire qu'en effet, il y a une question de Bastien Dufault-Seguin qui travaille par ailleurs sur le projet et si j'accompagnais. Une question qui est plutôt relative
Est-ce que finalement, tout projet de commun numérique, mais c'est parce que c'est de ça dont on parle, est lié à une volonté politique? Peut-être qu'on pourrait clarifier un peu cette histoire de volonté politique, ou quel rôle joue le politique dans l'émergence de communs dans les collectivités? Alors, c'est pas l'apanage déjà d'une part, parce qu'il y a peut-être plusieurs sens à la question. C'est pas l'apanage de la collectivité de lancer des projets de commun. C'est-à-dire qu'un projet de commun, n'importe quel type de structure peut se lancer dans un projet de commun. On a parlé tout à l'heure de Google, Facebook, c'est un peu l'autre extrême, hein, et c'est pas uniquement les collectivités. Par contre, à partir du moment où on est dans le monde des collectivités, évidemment que les décisions qui sont associées à ces projets-là, hein, c'est les instances qui les prennent, hein, parce qu'on a souvent des implications qui sont juridiques et financières. Il y a des conventionnements, probablement aussi, on en parlera un petit peu après, à établir. Et donc, c'est les instances qui les prennent. Donc, avant qu'on présente un projet de délibération sur un projet ou sur un conventionnement ou sur un type de licence à prendre par rapport à ce commun-là, il faut évidemment impliquer et sensibiliser ces acteurs politiques qui vont ensuite voter sur cette décision. La décision, ça peut être notamment une délibération en instance dans un bureau communautaire, un conseil communautaire, dans un conseil municipal, une instance départementale ou régionale. Donc, c'est un acteur à part entière, l'élu. Et donc, pour le coup, ils sont souvent d'ailleurs là pour faire le go et no-go sur les projets. Et probablement qu'avant d'en arriver là, il faut les avoir effectivement un peu acculturés et puis avoir passé toutes les étapes d'un projet interne, parce que souvent il y a des processus d'instruction, de validation des projets de délibération. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir mis dans la boucle probablement aussi les directions générales, hein, des services et autres. Là, c'est propre un peu à chaque collectivité. C'est à vous un peu par rapport à vos contextes et à votre organisation interne, à vos process internes, de voir un petit peu par quel processus passer. Mais il me semble effectivement que ça me semble être quand même une des composantes d'un projet potentiellement politique. Il y a beaucoup de collectivités qui ont pris des délibérations par le passé pour dire je m'engage dans le logiciel libre. Là, c'est une concrétisation de cet engagement un peu politique. Voilà. Donc, on peut faire des communs sans forcément prendre des délibérations et sans forcément initier des démarches, mais ça me semble être une des clés de la réussite en tous les cas. Voilà. Une autre question, du coup, c'est que je me permets d'enchaîner de Damien Hartmann. Est-ce qu'on aurait, et Benjamin, tu sais que moi aussi j'aime bien les exemples de communs numériques soutenus au sein de communautés ou d'agglomérations? Alors, bon, on va en reparler avec évidemment la communauté de La Rochelle, mais n'empêche, est-ce qu'on a des choses, peut-être revenir sur Rendez-vous Solidarité, ou je ne sais pas, des choses un peu concrètes? Oui, alors là dans les slides, dans la suite de la masterclass, on va évoquer notamment quelques exemples concrets sur lesquels David Berthiaud a été directement impliqué au sein du comité d'agglomération de La Rochelle. Et effectivement, alors je les ai mentionnés très rapidement, on pourra développer quand nécessaire des projets tels que et si j'accompagnais ou Rendez-vous Solidarité. Donc, il y a des autres démarches qui ont été évoquées tout à l'heure et qui elles-mêmes sont toutes à des stades de maturité différentes sur la base du plan qu'on parcourt ensemble. Et peut-être juste pour compléter, c'est qu'aujourd'hui, les projets un peu qui sont souvent les projets plutôt nationaux, effectivement, sont plutôt visibles. Et souvent, les projets dans les territoires ne sont pas visibles parce qu'ils sont faits entre… Voilà, les communautés ne sont pas forcément très étendues non plus. Il y a des projets qui vivent, qui meurent. Voilà, donc, il n'y a pas forcément d'inventaire ou de cartographie finalement de ces projets de commun qui sont extrêmement variés, extrêmement divers. Et un des enjeux de cette masterclass et puis du parcours NEC, c'est d'arriver peut-être à mieux les rendre visibles, à mieux les référencer, à les faire connaître. Et donc, on a, je crois, j'en suis même certain, une petite page dans le forum. On pourra vous le mettre également dans le chat et dans les ressources ici. On a un forum, effectivement, qui essaie de recenser un petit peu les expériences et les cas d'usage, positifs, négatifs, dans les territoires autour des communs. Et donc, voilà, on essaye effectivement de les faire connaître également par ce biais-là. Je vois qu'il y a d'autres questions. Cette chose, c'est je vois le temps qui file en parallèle. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue. Je le partage en même temps. Qu'on poursuit et puis de toute façon, on prendra ce temps de questions au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alors, peut-être juste du coup, quand même, parce que c'est un point qui est associé à cette phase, une question de Jeanne, pour savoir si les communs remplacent-ils les études préliminaires. David, tu veux… Non, ça ne remplace pas les études préliminaires, parce que pour le coup, ça me semble essentiel. Dans une étude préliminaire,
peut-être qu'il y a une case à cocher, savoir si c'est un projet de commun numérique ou pas, et donc ce qui va impliquer peut-être un autre process. Mais une étude préalable dans un projet, elle est évidemment essentielle pour mesurer l'impact du projet technique, financier, définir le RACI, hein, donc les personnes qui sont responsables du projet, ceux qui vont être consultés, associés. Et derrière, dans l'étude préliminaire, évidemment, on aura un volet qui sera plus porté sur le commun numérique, où derrière, on aura donc des process qui seront associés, peut-être de conventionnement et autres, mais ça ne remplace pas effectivement l'étude préliminaire de mon point de vue. Alors après, elles sont plus ou moins fouillées, détaillées en fonction du projet. Et comme on a des projets de commun qui sont très importants, où l'étude va être beaucoup plus fouillée, des projets de commun qui sont peut-être un peu moins importants et pour lesquels l'étude préalable ou préliminaire sera plus restreinte. Mais pour moi, c'est une dimension peut-être à analyser directement dans l'étude préalable. Est-ce que quand on recherche la solution, parce qu'on a forcément un peu de sourcing à faire quand on est sur un projet, on va chercher à s'interroger si on part de zéro ou si on part plutôt sur un logiciel ou si on part plutôt sur un… Voilà, et peut-être qu'il faut s'interroger dans l'étude préliminaire déjà sur savoir est-ce qu'il y a un projet de commun ou pas, parce que si ça, qui existe en la matière, ou est-ce qu'on va nous créer aussi un projet de commun. Tous les projets ne sont pas forcément compatibles avec cette démarche-là, et c'est bien de s'en préoccuper dès l'étude préalable du projet. Ok, fin des questions, Benjamin. Non, c'est bon. Même pour très rapidement, mais pour surenchérir, lorsqu'une collectivité ou un acteur public rentre dans une démarche de commun numérique, le principe même de commun, qui est quelque chose qui est accessible à tous et donc auquel tout le monde peut contribuer, apporter ses contributions, en termes de droit de la concurrence et notamment de respect du code des marchés, des législations en matière de marché public, la notion même de commun numérique simplifie énormément de choses. C'est-à-dire qu'une collectivité peut, il y a eu quelques décisions, notamment au sein de la Cour suprême, qui viennent valider qu'une administration puisse demander spécifiquement dans un marché à ce que la prestation se fasse sur un commun particulier. Donc, on peut dire, je veux, tout à l'heure, je parlais je veux de l'open fiscal, je veux du SIG accompagné, je veux du vitesse, je veux du ceci, cela. Donc, c'est une grande liberté, mais qui vient avec des grandes responsabilités. Et donc là, notamment, je pense que l'étude préliminaire elle est essentielle. C'est-à-dire que si un acteur, justement, parce qu'il a cette possibilité de flécher directement toutes les réponses sur la production, la contribution à une ressource commune, si cet acteur ne fait pas ce travail de s'assurer que c'est ce qui répond vraiment à son besoin, là, il y a un vrai risque pour l'acteur en question. Et pour le commun, globalement, c'est toute la démarche en retrouve biaisée. Bon, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. C'est dans Spider-Man, Benjamin. On a des références. Je vois. Et oui, sur ce sujet, on pourra vous le partager aussi. Il y avait justement, c'était RTE qui avait publié une étude sur le sujet de open source. Alors, c'était orienté open source et marché public, mais la manière dont justement ça pouvait s'intégrer facilement et les prérequis à valider côté achat public, parce que c'est aussi l'un des points pour lorsqu'on est dans une collectivité qu'on veut participer à des logiques de type commun numérique, comment convaincre et associer les achats à la démarche. Et donc, il y avait ce travail qui avait été fait d'identifier les points de vigilance et la manière de les traiter. Quelques éléments, pour vous partager le lien aussi, le document est disponible en ligne. Quelques éléments donc, supplémentaires sur les ressources, peut-être sans rentrer trop dans les détails parce qu'il faut qu'on avance, mais donc l'idée, c'est que à l'appui de chacune de ces actions clés, il y a déjà des ressources qui existent, donc dans lesquelles vous pouvez aller piocher. Et si vous avez des idées d'autres ressources qui peuvent être utiles pour ce travail de cartographie des acteurs, de cartographie des projets, d'information, de communication en interne sur les initiatives, n'hésitez pas sur Klaxoon à les référencer. On pourra mettre à jour aussi sur cette base, sur la base de vos contributions, le premier document qui a été réalisé. Je propose d'enchaîner comme ça. On reprend le fil. Hop, je reprends ma petite série de questions, mais je vais résumer parce que comme on n'est pas en avance, voilà. En gros, Benjamin, comment on fait justement pour mobiliser et engager les acteurs sur un projet de commun numérique? Et justement, quels sont les outils, les livrables qui permettent un peu de formaliser les règles autour les droits devoirs et de mettre en place une gouvernance qui soit équilibrée justement et qui laisse la place à l'ensemble des acteurs? Les grands éléments qu'on avait retirés de nos échanges, c'était d'une part de définir un projet collectif sur la base des besoins individuels. Ça, c'est un exercice qui n'est pas forcément simple, mais qui est nécessaire et utile. C'est-à-dire de se dire que chacun des membres d'un collectif
pour des raisons qui lui sont propres, va avoir intérêt à participer à l'élaboration, à la conception et à la maintenance d'un projet collectif. Donc, avoir ce travail d'abstraction, peut-être au début un peu fastidieux, mais ensuite c'est un exercice auquel on se prête assez facilement, mais qui est nécessaire pour avoir un projet collectif. Constituer la communauté dans cette idée de conception de maintenance du projet collectif. Donc là c'est vraiment de faire adhérer les acteurs à l'idée de participer de manière collective à la production, à la conception, à la maintenance du projet. Donc passer de l'intention à l'engagement aussi sur ces sujets et sécuriser l'implication des membres de la communauté. Donc là, c'est justement en assurant tout le monde, et c'est là où le droit peut avoir une place assez importante, mais pas que, faire en sorte que chacun se retrouve d'un point de vue sécurité juridique notamment, dans ce qui va être produit, la manière dont il pourra le réutiliser dans ses propres missions, et la manière dont les autres pourront utiliser ce qu'il a lui-même produit. Donc, essayer de clarifier tous ces points-là. Et donc, les actions qui leur sont liées, un, c'est de réunir toutes les parties prenantes à une session de travail commune. C'est pareil, on enfonce les portes grandes ouvertes, mais si vous ne le faites pas, si la réunion entre toutes ces parties prenantes, elle se fait 6 mois après le lancement du projet, c'est qu'il y a peut-être un problème et que vous n'avez pas forcément d'ailleurs l'intérêt collectif qui soit vraiment représentatif non pas de la somme, mais de la convergence des intérêts individuels. De s'assurer aussi que les objectifs, les valeurs, freins et leviers du projet soient pareils, discutés collectivement, que tout le monde soit clair sur les risques, que chacun s'engage, que tout le monde s'engage collectivement plutôt à prendre. Veiller à l'acceptation par toutes les parties prenantes des objectifs, des valeurs du projet qu'on se donne, des choses toutes bêtes, mais savoir que ce qui est produit sera réutilisable, même si c'est produit par des acteurs publics sur des fonds publics, sera réutilisable par des acteurs privés, par exemple. Ça fait partie des points qui doivent être clarifiés dès le début. Il peut y avoir plein de raisons pour, il y en a aussi potentiellement contre, mais tout ça mérite d'être mis sur la table et d'être acté, je dirais. Et là encore, donc sortir de l'entre-soi assez rapidement et communiquer publiquement sur l'objectif du commun numérique et sur la méthodologie qu'on souhaite lui appliquer. Donc j'enchaîne. Yep, donc on avait un premier focus à faire, rapide aussi, hein, s'il y a des personnes qui souhaitent un petit peu en savoir plus, ils pourront me contacter en dehors de cette masterclass, ce sera avec grand plaisir. On a un projet de territoire qui s'appelle La Rochelle Zéro Carbone, qui a été initié il y a déjà quelques années, où effectivement on était à la fois sur une démarche ascendante et descendante entre les acteurs institutionnels du territoire, collectivités, puis des acteurs qui sont proches du terrain, associatifs, entreprises, académiques également, sur ce projet de territoire-là. En gros, chacun avait de manière en ordre un peu dispersé une ambition de neutralité carbone, voilà, avec soit des objectifs RSE, soit voilà. Et donc on a formalisé quelque part un besoin, un projet commun. Centré sur cette cible de la neutralité carbone à l'horizon 2040. Et donc, on a été amené à mettre en place en fait une gouvernance multi-acteurs. Et dès le départ, on a également affiché effectivement cette volonté de créer des communs parce qu'on avait l'ambition de pouvoir potentiellement répliquer ce qu'on allait créer également dans d'autres territoires, pas uniquement sur le territoire de l'Agglo de La Rochelle. Et donc, on a notamment répondu à un appel à projet, qui était un appel à projet de la Banque des Territoires qui s'appelle Territoire d'innovation, qui était finalement un peu le catalyseur de notre démarche, parce que voilà, ça nous a permis de nous retrouver finalement à formaliser quelque part ce projet-là. C'est pour un peu illustrer ce qu'on a évoqué un peu précédemment. L'ensemble des acteurs se sont retrouvés à co-rédiger quelque part un projet commun. Ça a été ensuite jusqu'à la signature et la formalisation d'un accord de consortium entre l'ensemble de ces partenaires. Il y en a plus de 130 sur ce projet de territoire qui partagent justement un même objectif. Et puis ensuite d'identifier des projets et des actions qui… on voit ton écran, Benjamin, mais ce n'est pas un souci. Ah bon. Je peux faire sans notes, ce n'est pas un problème. Vous ne voyez plus ? Non, c'est bon, c'est revenu. Ah bon. Et donc, ces projets justement de commun, c'est à la fois des projets de connaissances, des projets de ressources, notamment de logiciels. Et donc, pour ça, effectivement, on a différents axes en fait, dans le projet. Des axes qui vont nous permettre de réduire cette empreinte carbone du territoire à l'horizon 2040. Un axe sur l'écologie industrielle, un axe sur les mobilités douces, un axe sur l'efficacité énergétique du bâti.
Et il y a notamment aussi un axe transverse qui est sur la data. Et la data, justement, on a des outils à créer qui vont nous permettre effectivement d'atteindre et d'être un moyen d'atteindre ces objectifs zéro carbone et de les piloter. Et donc, on a décidé collectivement avec nos élus et nos partenaires de créer des communs numériques. On a notamment une plateforme de données qui va être mise en place pour suivre l'atteinte de nos objectifs zéro carbone dans l'ensemble des secteurs que j'évoquais pour l'ensemble des partenaires du projet. Et donc, on a décidé effectivement, on le verra un petit peu après, de créer notamment sous la forme de communs, avec une gouvernance, avec des notions de licence sur lesquelles je reviendrai. Et donc, dès le départ, effectivement, dès la phase de préfiguration de ce projet de territoire, on s'est engagé un petit peu dans cette démarche-là. Voilà. Peut-être pour donner presque un contre-exemple, mais c'est utile aussi en termes de projection sur ces sujets-là. Il y a un projet qui aujourd'hui est connu sous le nom d'OpenENT, donc un ENT partagé au sein des régions, maintenant aussi départements et même dans le primaire, dans l'espace numérique de travail, qui avait été initié à l'époque par une région importante en se disant qu'il y avait ce besoin de sortir des logiques d'éditeurs. Alors, on parle d'open source sur le chat, mais c'était vraiment ça, logique d'éditeurs commerciaux traditionnels qui finalement allaient voir chaque collectivité pour vendre à chaque fois à un prix relativement élevé l'accès à ces espaces numériques de travail en se disant pour nous, région, on considère que c'est suffisamment important pour qu'on soit autonome et souverain, c'est partie des sujets aussi qu'on évoque beaucoup en ce moment. Donc, on participe, on finance au prix fort, mais on fait en sorte qu'il y ait une ressource ouverte, un commun, le terme n'était pas encore utilisé à l'époque, qui permettent à tous les lycées d'avoir des espaces numériques de travail qui répondent à leurs besoins. Ça a été un projet qui, en fait, a subi un peu le revers de… je pense qu'il y a eu plein d'avantages et le projet existe encore et il est de plus en plus utilisé, donc ça reste positif, mais dans les premières années, il y a eu des difficultés en fait, d'un point de vue de convergence, en tout cas de communauté, car ça venait d'un acteur. Les autres acteurs n'étaient pas forcément à l'époque directement concernés par le projet et participaient même à la vision globale du projet. Et le risque, c'est que 5-6 ans plus tard, il a fallu faire marche arrière pour s'assurer que finalement tout le monde accepte de converger vers un objectif commun, à la fois en termes de finalité du projet, mais aussi d'un point de vue très opérationnel, d'un point de vue technique. Et ça a coûté excessivement cher. Genre, les coûts, sans donner de chiffres, ça a été particulièrement cher. Ça a coûté beaucoup plus cher que ce que ça aurait pu, parce qu'il a fallu revenir en arrière et donc abandonner des développements qui avaient été réalisés individuellement par certains des territoires qui l'avaient utilisé. Même humainement, ça a épuisé beaucoup de personnes. Là où la démarche aurait, a posteriori, c'est toujours beaucoup plus facile a posteriori de faire ce type de retour, mais là, plus fluide si ça avait été anticipé. Donc je pense que c'est un point qui est vraiment, vraiment intéressant. Et des projets comme La Rochelle Territoire Zéro Carbone, c'est vrai que c'est d'autant plus simple d'une certaine manière d'avoir une vision et un objectif commun lorsqu'on est sur des enjeux sociétaux comme c'est le cas. Et pour le coup, dans l'appel à projet, l'AMI Territoire d'innovation imposait effectivement qu'on soit dans une notion de réplicabilité finalement du projet, c'est-à-dire que ce qui est le démonstrateur Rochelet quelque part puisse être également déployé sur d'autres territoires. Et donc ça nous a imposé dans le cadre de cette réponse à l'appel à projet, c'est pour ça que j'ai parlé d'un peu de catalyseur, cet appel à projet, de nous poser ces questions de commun et de réplication dès le départ, en créant potentiellement des gouvernances associées avec l'ensemble des acteurs et donc à poser les bases quelque part d'un commun numérique, mais pas que de commun numérique, parce qu'il y a d'autres types de projets de commun également sur ce projet de territoire. Voilà. D'autres projets, juste pour illustrer et donner des exemples, sur lesquels on voit des collaborations, alors on pourra y réévoquer plus tard, mais notamment sur tout ce qui est logiciel d'élaboration et de passation de marché. Il y a eu beaucoup de collectivités, nécessairement d'acteurs publics. Différents échelons sont directement concernés. Il y a eu donc des projets open source qui sont maintenant des projets open source et pensés comme des communs. Il y a aussi un logiciel qui s'appelle Botanista, tout ce qui est gestion des jardins de ville, qui est intéressant parce que ça vient de la Suisse et c'est pensé comme un commun. Il y a plusieurs villes qui, pareil, pour leurs différentes actions, utilisent des ressources communes. Alors, il y a le logiciel, mais il y a aussi toutes les données liées à la botanique au sein de différents jardins.
Donc, il y a quelques projets comme ça qui sont, c'est quelques exemples, hein, mais dans les prérogatives de certains acteurs publics qui disent finalement, on n'est pas les seuls à devoir le faire, on va le faire avec. Alors, le point de la clarification des statuts des contributions passées, présentes et futures. Je te laisse peut-être directement, parce que je crois qu'on est pas mal à la bourre. Je te laisse peut-être présenter directement les solutions. Ce qui est important à ce stade-là, c'est de définir collectivement la licence qui sera associée au projet, les règles de contribution au sein de la communauté, savoir se projeter en fait dans l'utilisation qui sera réalisée par ceux qui participent à la production de la ressource et ceux qui l'utiliseront et potentiellement pourraient y contribuer dans un second temps. Clarifier les ressources tierces utilisées, leur statut juridique. Pareil, c'est dit comme ça fait très barbant, juridique, tout ce que vous voulez, mais c'est essentiel. Si vous ne le faites pas, vous le ferez juste plus tard et ça vous coûtera surtout beaucoup plus cher et plus de temps. Et clarifier le cadre de collaboration défini au sein de la communauté, pareil. En fait, si vous pensez à un projet de manière ouverte et collaborative comme un commun, et qu'il n'y a pas de clarification du cadre de collaboration, le risque, c'est que soit les gens ne contribuent pas, soit qu'ils contribuent et que vous ne soyez pas en capacité de réutiliser leur contribution. Dans les deux cas, c'est quand même très dommage. Et donc, les différentes actions, c'était l'évaluation de l'opportunité de contribuer à une ressource existante en fonction des critères adaptés aux besoins de ce collectif. En cas de réutilisation de ressources existantes, s'assurer la conformité des régimes juridiques associés. Et encore une fois, publier en ligne. D'ailleurs, le principe, hein, je m'arrêterai là, mais autant lorsqu'on pense en termes de commun d'inclusion, généralement, le principe, c'est que vous allez publier tout ce que vous n'avez pas intérêt à ne pas publier. Donc, le principe devient la publication. Et par exception, certaines ressources pourront ne pas être partagées parce qu'il y a des raisons de ne pas le partager. Mais tout ce que vous pouvez partager, partagez-le au fur et à mesure. Donc, publier en ligne toutes les informations relatives à la description, le cadre collaboratif, licence du projet commun numérique. Benjamin, oui. Je me permets de t'interpeller sur deux questions qui me semblent hyper importantes. Si tu as terminé les actions clés. Oui. Est-ce que tu as terminé les actions clés? Donc, je peux t'interpeller avant qu'on repasse peut-être sur le caout. En fait, la question qui se pose, c'est la question de la dépendance, je pense, à travers deux questions. Une de Damien Hartmann, de nouveau, qui décidément est un excellent contributeur de cette masterclass, mais aussi de Marina Aletti, du conseil départemental 45. Vu que je suis nulle en géographie, je ne sais pas où c'est, mais bon, peu importe. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est où 45, c'est où? Le Loiret. Ah ouais, voilà, très bien. Donc, tout ça pour dire, ah ouais, en effet, merci Marina. Tout ça pour dire qu'en fait, soit il y a de la dépendance vis-à-vis de l'entreprise, développeur, intégrateur, et c'était l'exemple de l'ENT, puisque ce n'était pas basé sur des compétences internes. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette dépendance aux développeurs et à la technicité qui est peut-être extérieure du coup à la collectivité? Mais il y a une deuxième question qui est finalement le départ d'interlocuteurs qui avaient participé à l'initialisation ou en tout cas le démarrage d'un projet et qui derrière, parce qu'ils partent, finalement du coup ça fait retomber l'engagement. Enfin, comment est-ce qu'on peut assurer l'engagement dans la durée, à part le mariage, et même ça peut se rompre. Comment on fait pour s'engager durablement? Voyons. Alors, dites-moi. Ouais, c'est la partie 2 et 3, je crois, de l'intervention. Ça peut bien, je pense. Mais très rapidement, sur l'exemple d'OpenENT, la manière d'intégrer justement à la fois les entreprises, mais aussi d'être source d'indépendance vis-à-vis d'elles, c'est justement d'avoir des règles de contribution très claires et de faire en sorte que tout ce qui est contribué le soit en respectant des spécifications qui ont été définies collectivement. Et finalement, lorsque c'est un intégrateur qui le fait ou un autre, peu importe, tout est contribué de la même manière sur une forge ou sur un endroit qui est accessible à tout le monde. Donc là c'est vraiment de définir les règles très clairement. Ouais. Le porte-à-connaissance du projet est très important. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça dépend d'une petite communauté, on sait que dans les collectivités, on a des associations. Si on parle par exemple d'un projet d'open source, on a des associations comme la Dulact qui font la promotion des socles de logiciels libres dans les collectivités. C'est que d'associer aussi ces acteurs-là pour déposer en tout cas le projet de commun, si c'est un logiciel libre, peut permettre effectivement de lui donner une visibilité et d'augmenter quelque part la surface en tout cas la communauté d'acteurs, et effectivement faire en sorte que ce ne soit pas uniquement qu'un projet, parce qu'on a des projets qui vivent et qui meurent, et donc les communautés qui vont avec aussi, c'est très aléatoire. Et donc, c'est des questions aussi à se poser au départ du projet, de savoir effectivement comment faire en sorte de le pérenniser. Et peut-être qu'en associant certains acteurs qui ont une dimension peut-être un peu plus importante, ça peut permettre effectivement d'assurer une certaine continuité et peut-être d'avoir moins de dépendance vis-à-vis des gens qui ont pu y contribuer, en tout cas de lancer le projet au départ, notamment si c'est un projet technique.
Je propose qu'on avance, j'ai parlé plein de remarques. Sur la question de Marina Letti, je pense qu'on y revient notamment. Tu reviens dans une prochaine partie, si je comprends bien, c'est ça? Je pense, oui. Très rapidement, ouais, on est rentré un petit peu, c'était un peu macro tout à l'heure sur le projet de territoire zéro carbone. On a donc dans l'axe data en fait, qui vise à mettre en place une plateforme de données pour piloter cet objectif zéro carbone. On a décidé en fait de choisir, on a fait une étude pour savoir quel type de licence on allait choisir pour publier notamment notre plateforme de données en open source. Donc on a fait un travail effectivement de réflexion. On a essayé de mettre en place aussi une gouvernance et en tout cas de co-construire ce projet de plateforme avec les différentes parties prenantes du territoire, donc académiques, associations, entreprises, enfin tous ceux qui étaient engagés finalement dans le projet. Et ça aussi, c'était un point, je pense, important. Et puis, on a aussi donc on a rédigé des clauses dans notre marché public sur la contribution et donc la licence finalement qu'on choisissait. Justement, on a choisi ce type de licence pour ne pas fermer la porte non plus au monde économique, parce qu'on a des licences qui peuvent être effectivement assez restrictives, assez fermées, et qui font que on limite un peu la communauté de réutilisation ou les potentiels de réutilisation finalement de l'outil. Donc nous, on a utilisé notamment une licence Apache 2.0 qui est plus permissif peut-être que d'autres pour justement augmenter finalement la communauté et pas fermer la porte notamment à des réutilisations entre guillemets business, quelque part aussi peut-être demain de la plateforme, mais c'est des choix qui sont faits aussi par rapport à notre projet. Et en l'occurrence, on a également associé donc, un cluster régional qui s'appelle Naos, Nouvelle-Aquitaine Open Source, parce que derrière, on a l'ambition effectivement de publier cette plateforme aussi sur une forge qui dépasse quelque part un peu notre territoire pour encourager justement une réutilisation régionale de la plateforme, parce que la région finance également beaucoup ce projet comme la Banque des territoires. Et donc, c'est un projet à dimension régionale, voire nationale. Et donc, il fallait effectivement qu'on sorte un peu des murs de notre territoire pour aussi assurer la pérennité et la réplicabilité finalement de cette solution-là. Donc ça a été aussi une réflexion et une formalisation dans des pièces contractuelles de marché, de dire on va publier droit avec telle modalité, les sources de l'application qui vont être sur tel type de licence. C'est un marché qui est assez complexe, et donc on a effectivement eu besoin notamment d'un soutien d'AEMO pour formaliser notamment ces éléments-là. Voilà. Pour ce qu'on n'est pas en avance et donc on sera disponible dans tous les cas pour compléter même au-delà de la masterclass sur les différents sujets, soit vous renvoyer vers les ressources publiques, la plateforme numérique en commun. Donc ensuite, participer à la vie du commun numérique. Donc là, c'est la phase où on est vraiment dans la production de la ressource en tant que telle. Il y a différents grands points, la mise en forme a un peu sauté, qui concernent à la fois l'animation de la communauté, le développement de la communauté, son animation, la sécurisation des droits, la définition de et la définition d'un modèle économique. Alors, on va passer assez rapidement sur tous ces points, mais ce qui est important, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, autant la première phase qu'on vient de parcourir, elle est assez linéaire, on part vraiment d'un besoin, puis on se projette sur un agent qui a un besoin qui peut potentiellement devenir un commun numérique, donc les différentes phases. Là, c'est un ensemble d'actions qui doivent être menées, qui méritent d'être étudiées lorsqu'on participe à un projet de commun numérique, et qui, là c'est de l'expérience, si elles ne le sont pas, peuvent causer des tensions à un moment ou à un autre de la vie de la communauté. Donc on va aller assez rapidement, et sur chacune d'entre elles, vous les verrez en fonction des communautés dans un rythme et une temporalité qui peut différer. Alors je peux peut-être commencer, puis on alterne, si tu veux, David, les différentes slides. Le premier, sur le développement de la communauté. Alors là, c'est vraiment réfléchir à la manière dont on peut développer la communication autour du projet auprès des différents acteurs pertinents. C'est l'un des gros problèmes des communs numériques, parmi d'autres. C'est souvent cette capacité à communication en interne, mais aussi communication en externe, sur ce à quoi peut servir le commun pour des acteurs qui ne sont pas encore dans la communauté. Définir les typologies de contributeurs attendus, les moyens de les faire de rejoindre le commun. Lorsqu'on raisonne en termes de contribution, ce qui est la logique en matière de commun, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas un contributeur type, il y a plusieurs types de contributeurs qui eux-mêmes peuvent
peuvent différer les uns les autres, mais par typologie de contributeurs, finalement, vous allez avoir des moyens de les attirer et de faciliter leur contribution en commun. Et donc, il faut avoir cette vue de quels sont mes besoins, quels sont les types de contributions attendues, dans quelle mesure, quels sont les outils, quels sont les process à mettre en place pour que chacun de ces contributeurs puisse rejoindre la communauté, contribuer utilement. Donc, identifier, caractériser les projets existants qui peuvent permettre de répondre en partie ou tout partie aux besoins et d'initier ensuite autant que possible la démarche au sein de l'équipe. Sur les différentes actions qu'on a évoquées, peut-être que je rajouterai ce qui est ici, donc c'est la mise en place d'un protocole d'accueil dans l'embarquement des nouveaux membres. C'est assez important, notamment quand on réfléchit en termes d'écosystème, de communauté large, de s'assurer que celui qui vient avec la volonté de contribuer, mais qui ne connaît pas les us et coutumes de la communauté, puisse être accueilli de la manière la plus efficace possible. Alors, généralement, on lui donne ce qu'on appelle je sais plus les terminologies anglaises, mais des fruits faciles, en fait, des contributions très simples au début, ce qui lui permet de mettre en confiance et lui-même ensuite de contribuer plus utilement. C'est de l'onboarding. Voilà, c'est exactement, c'est l'onboarding. L'aide à monter à bord, en gros. Exactement. Et ça, c'est partie des process qui sont vraiment utiles dans le cas des communautés pour s'assurer que la communauté puisse grossir et finalement accueillir de nouveaux membres. Je propose d'enchaîner, parce que sinon… Ouais, je vais la faire si tu veux très rapidement. En plus, celle-ci est courte, donc je me la prends pour moi. Oui, il y a une animation, une gestion à faire autour de la communauté. C'est pas quelque chose c'est pas une gestion qui doit être anarchique. C'est quelque chose qui doit être structuré, puis animé et piloté. C'est-à-dire qu'il faut quand même un pilote ou un collectif qui pilote effectivement cette animation et cette gestion, même si on peut avoir différents chantiers, différents groupes de travail qui s'auto-gèrent ou s'animent. Il faut quand même effectivement avoir une approche d'animation et de gestion. Et donc, si on passe directement sur les outils, comme on a un petit peu de temps à gagner, on a à la fois donc, des outils à mettre en place collaboratifs pour animer cette communauté. Il y en a plusieurs. Si on prend plutôt des logiciels libres, c'est mieux, évidemment. Et puis, évidemment, organiser des temps de travail, de coopération, d'échange, pour qu'effectivement cette communauté vive et que les membres, effectivement, se connaissent. Et ça aussi, c'est un gage quelque part de qualité quelque part dans la réalisation du commun, de la même façon que c'est aussi un gage de pérennité, parce que finalement, voilà, cette animation, on a beau mettre en place un outil, l'outil ne sera jamais utilisé ou il n'augmentera jamais sa valeur d'usage si d'ailleurs on ne met pas en place une gouvernance, une animation qui fait qu'on amène les gens à contribuer et à bien se sentir autour du commun. C'est fondamental. Je vais juste me chercher j'ai plus de batterie, je reviens tout de suite. Non, mais j'enchaîne, pas de problème. Sur des points pour la initiale, tel qu'elle se projette dans la constitution du commun, pareil, en fait, au fur et à mesure que la communauté va grossir, ce qui est nécessaire, c'est de sécuriser les droits de tous les contributeurs, avoir une bonne maîtrise de la propriété intellectuelle. Alors, désolé pour le jargon, encore une fois, un peu juridique, mais s'assurer que tout ce qui est contribué le soit de telle manière à ce que ça soit pas une source d'insécurité pour le collectif. Que le fait que n'importe qui puisse contribuer à un projet doit être une force et pas une faiblesse du projet en question. Et ça organise. Donc, il faut avoir un sur lequel il est nécessaire de revenir. C'est qu'on croit connaître un peu parfois les types de licences. En fait, c'est quand même pas une jungle, mais presque. Il y a quand même pas mal de subtilités. Là aussi, je pense que il ne faut pas hésiter effectivement soit à se faire accompagner, soit effectivement à susciter des expertises pour bien faire les bons choix et pas être gêné plus tard. Voilà. Et ça demande d'avoir une certaine vigilance vis-à-vis des contributeurs d'une communauté. Encore une fois, les gens ne sont pas tous mauvais intentions, bien heureusement, mais parfois, en fait, en toute plein de bonne volonté, des personnes contribuent à des projets sans même réaliser que, puisqu'elles le font dans le cadre de leur travail, finalement, c'est elles qui détiennent leurs droits, et que tout ce qu'elles ont contribué dans le cadre de votre projet, ça appartient à leur employeur et pas à celui qui l'a contribué. Ça, c'est un exemple simple qu'on voit souvent dans la communauté de l'open source.
Et dans des contextes comme ça, d'un point de vue de celui qui continue ensuite à utiliser la ressource, voire à la diffuser, c'est un vrai risque parce que l'entreprise ou l'employeur en question pourrait très bien se retourner contre lui. Donc là il y a vraiment cette idée de vérifier le statut des contributions et des contributeurs, les contextes dans lesquels ils interviennent. C'est pas grand-chose. Hein. Une fois qu'on le sait, on peut poser les bonnes questions, mettre en place des bonnes pratiques pour s'assurer que les gens puissent facilement aussi contribuer en renseignant les bons éléments, ainsi de suite. Et éventuellement, lorsqu'on accepte des contributions, faire en sorte que les contributeurs s'engagent aussi de manière suffisante, hein, mais quant à être effectivement les droits sur ce qui contribue, être d'accord et conscient de ce que la licence a comme conséquence vis-à-vis de l'exploitation possible par les acteurs publics et privés, tout ce qu'on a déjà pu évoquer. Mais ça fait partie des choses qui sont faciles à... Une fois que vous savez qu'il faut le faire, il suffit juste de l'automatiser. Il y a des petits documents qui sont utilisés par tous les projets libres open source dans le monde entier et qui sont très bien interfaçables avec les plateformes de développement. Donc, une fois que vous savez qu'il faut le faire, il y a juste à rajouter cette case à cocher. Je schématise dans le processus de contribution. Pour la gouvernance, on l'évoque un petit peu des fois, enfin, ça peut paraître être une tarte à la crème, mais en fait, ça n'est pas du tout, hein, parce qu'il faut effectivement que chacun trouve sa place dans le projet. Hein, ce n'est pas parce qu'on a un pilote au départ ou un coordonnateur du sujet ou du projet de commun que voilà, il faut effectivement que chacun puisse trouver sa place. Et cette gouvernance, elle est extrêmement importante. Justement, quand on a l'implication de multiples acteurs, des intérêts qui peuvent être parfois divergents, même si on s'entend sur un projet de commun, on a évidemment avec des stratégies ou des positionnements qui peuvent être différents, même si on contribue tous avec un objectif commun. Et donc, cette gouvernance, elle aide à quoi? Elle aide à prendre des décisions qui sont partagées et donc à introduire un peu de démocratie participative, parce que c'est ça, finalement, aussi l'ADN du projet de commun. Elle aide aussi à responsabiliser les acteurs, c'est-à-dire que chacun a un rôle à jouer et doit contribuer à un niveau. Donc, et donc finalement, voilà, cette gouvernance, c'est finalement de placer finalement au-dessus, de placer un petit peu au-dessus de la mêlée, parce que finalement, le bien commun, il dépasse le périmètre d'action de chacun. Et donc, c'est important de mettre en place quelque part cette gouvernance et ce dispositif hein, qui doit justement faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Et donc, en termes d'outillage hein, ou d'action, ça se formalise aussi une gouvernance. Hein. C'est-à-dire, c'est le qui fait quoi, c'est quelles sont les instances, quelle méthodologie, quelle est la composition. Alors, dans une association, c'est un peu le même principe. Hein, quand on formalise une gouvernance autour d'une association, on peut avoir des collèges, on peut avoir des groupes de travail, on peut avoir… Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut formaliser. Et pour le coup, effectivement, chaque membre doit trouver sa place et contribuer justement à la formalisation de cette gouvernance-là. Donc là aussi, il y a des processus à mettre en place, et notamment quand il y a un souci, ça fait partie des processus à mettre en place, et comment on règle le conflit collectivement et comment on en sort par le haut. Donc ça aussi, c'est un peu comme les contrats de mariage, hein, on a parlé de mariage tout à l'heure, de contrat, voilà, on y est toujours un peu là-dedans. Et donc, il faut évidemment savoir un peu comment anticiper un peu ces choses-là pour savoir comment effectivement on peut en sortir et que ce soit clair et transparent pour tout le monde dès le départ. Voilà. Alors, sur la structuration, on parlait tout à l'heure d'association. En fait, il y a plusieurs choix de structure qui peuvent ou pas d'ailleurs, en fonction des différents communs, être mis en place. C'est une question qui vient… alors, parfois, on commence par ça. Généralement, c'est plutôt dans un second temps, une fois qu'il y a déjà une communauté et qu'elle a commencé à travailler sur sa gouvernance, on réfléchit à la structure. Parfois, on réfléchit à la structure aussi pour amener à réfléchir à la gouvernance. Donc, ça peut se faire dans les deux sens. Il y a différents types de structures qui peuvent être utilisées. Ça peut être des associations, ça peut être des SCIF, des SCOP, ça peut être des sociétés commerciales, ça peut être des GIP, des JE. Bon, je fais très bref. Il n'y a pas une réponse, il y en a une multitude. Ce qui est important, c'est la démarche aussi dans laquelle on va construire cette structure, le choix qui mène à cette structure. Et puis ça peut être progressif également, c'est-à-dire qu'on peut initialiser un projet avec quelque chose d'assez souple, et puis petit à petit, au fur et à mesure que le projet se structure, il y a de plus en plus une communauté grandissante, on peut aussi changer de structuration parce que ça le nécessite. Avec des passerelles parfois d'ailleurs. Souvent, on voit des associations de préfiguration qui sont
les premiers statuts qui permettent d'engager, même d'un point de vue économique d'ailleurs, les différents membres, notamment collectivités, dans la pérennité du projet. Et ensuite, ça peut se transformer en plein d'autres structures, commerciales ou pas d'ailleurs, hein, suivant ce qui… J'ai un petit exemple peut-être à donner aussi sur lequel nous on fait partie en fait d'une association qui s'appelle Capdemat Evolution. Vous connaissez peut-être les uns les autres, qui existe déjà depuis pas mal d'années, qui travaille en fait à mettre en place des briques de logiciels libres autour d'un guichet virtuel pour les citoyens. On appelle un portail citoyen pour que les démarches en ligne se fassent entre les collectivités et leurs usagers. Et donc, c'est un projet pour le coup de commun qui a été structuré autour d'une association avec des briques logicielles, avec une gouvernance. Et on a étudié notamment cette année la possibilité de faire évoluer le statut de l'association pour passer, alors qu'elle existait peut-être depuis 10 ans déjà, de passer effectivement en GIE ou GIP. Enfin, il y a eu une étude juridique par rapport à ça. C'est des sujets qui ne sont pas neutres. Et donc, voilà, la structuration juridique évolue aussi au fil des besoins, au fil des contraintes. Et donc, ce n'est pas quelque chose effectivement qui est fermé dès le départ, où on a tout de suite un plan de route. On apprend aussi en marchant dans les projets comme ceux-là. Et donc, on adapte les structures juridiques par rapport à l'environnement et au contexte. Et souvent, ce qu'on voit d'ailleurs dans les projets communs, c'est qu'il y a une première structure qui est mise en place. Alors, soit il y a un portage par l'un des membres qui est particulièrement impliqué, qui participe, en fait, qui est la personnalité juridique, je dirais, du collectif, qui porte le collectif. Soit on a une première structure qui est mise en place, et cette structure-là peut évoluer. Et parfois, ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres structures qui se greffent tout autour pour répondre à des besoins qui émergent au fur et à mesure. Et ça aussi, il n'y a pas une bonne réponse. Il faut juste se poser collectivement les questions. Alors, pas de peau, je tombe sur la slide du modèle économique, c'est celle où je maîtrise peut-être un peu moins. Mais effectivement, il y a une question de rentabilité, d'autonomie financière. Enfin, de rentabilité, non, j'aime pas trop ce terme-là, je le retire, mais plutôt d'autonomie financière autour des communs, où on a besoin, c'était un peu le sujet aussi autour du projet Capdemat Évolution que j'évoquais avant, autour de la brique logiciel libre, autour du portail citoyen. On a besoin de faire financer des de membres pour venir assez tôt, parce qu'il y a les projets, on peut avoir un projet qui se lance, mais après, dans la durée, comment on fait évoluer le projet commun, comment on enrichit, question aussi finale qui se pose. Décidé la plupart. Est-ce qu'il y a des cotisations des membres? Est-ce que potentiellement on peut avoir des financeurs qui sont externes? Alors il y a des appels à projets qui peuvent abonder à un moment donné, mais là aussi il faut bien matcher parfois les financeurs bien aussi avec les statuts et les règles repart. En tout cas, cette notion de modèle économique, il doit être abordé aussi assez tôt. Aussi, la financière soit juste entre les membres. Et parfois, c'est lent, donc on peut avoir besoin de ressources un petit peu externes. Et donc, une des actions, effectivement, c'est de définir les besoins de financement. C'est assez un projet, mais voilà, c'est d'aligner dans un tableau les dépenses et les recettes. Ensuite, il peut y avoir besoin, par exemple, de la commune personne. Et on sait que c'est beaucoup compliqué l'association ou la structure des personnes posées sur les besoins de dépenses et de recettes qui sont associés. Et puis donc, justement, identifier les variations des membres de la communauté. Ça peut être de l'apport numéraire, ça peut être de l'apport en temps de travail ou autre. Et ça, effectivement, ça doit être évoqué, mieux c'est. Il faut, ce qui est utile, c'est de penser la manière avec laquelle les membres de la communauté peuvent soutenir le commun et réciproquement. Comment on peut soutenir les membres de la communauté. Et souvent, ce qu'on différencie, on l'a connu. Il y a cette idée de modèle économique du commun lui-même, comment faire en sorte que le commun soit pérenne, mais aussi des membres, potentiellement acteurs économiques ou pas, à savoir qu'est-ce qu'ils prennent en charge, qu'est-ce qu'ils prennent à leur charge et comment s'y retrouvent-ils. Et une fois qu'on a cette vision de ce que chaque membre a comme modèle d'affaires, on peut aussi collectivement se dire dans quelle mesure le commun peut participer à renforcer ces actions-là. Et ça fait partie, vous allez en parler, si j'accompagnais des éléments, par exemple,
projets, lorsqu'il y a un porteur, parce que j'accompagne un acteur de type Innova, qui ouvre un projet pour en faire un commun numérique, la démarche, elle est se fait dans les deux sens. Et comment faire en sorte que la communauté s'agrège et renforce le projet initial, et comment faire en sorte que ça soutienne aussi l'activité d'un membre, parmi d'autres, parce que tout le monde, finalement, a intérêt à ce que ce soit terrain. Alors, pour cette dernière phase, elle est beaucoup plus courte, donc on sera dans les temps. C'est l'anticipation de la suite du commun numérique. Alors, la suite du commun numérique, suite de l'implication de l'acteur dans le commun numérique. Donc, le commun n'a pas forcément se terminer à la sortie du membre. En revanche, il n'y a pas forcément lieu non plus tout le temps impliqué ou tout le temps autant impliqué pour une collectivité, pour un acteur quel qu'il soit, dans le commun, que ce qu'il a pu l'être au tout début du commun. Donc, c'est aussi penser cette sortie. Et donc là, l'idée, c'est de faire en sorte qu'au fur et à mesure que le commun se construit, on soit en capacité de faire intervenir d'autres parties prenantes, d'autres acteurs dans la gouvernance de la communauté. Un exemple que j'évoque très rapidement, et je trouve que ça a été très bien fait, même si particulièrement pas si simple, la Fabrique des mobilités, qui est une initiative qui a été soutenue, initiée par l'ADEME. C'est un projet dans lequel l'ADEME était particulièrement présente à ses tout débuts. Et au fur et à mesure, il y a eu ce passage de relais, je dirais, à d'autres membres. Donc, faire en sorte que d'autres personnes s'impliquent, se sentent légitimes dans la démarche, et aussi faire en sorte de telle sorte à ce que l'ADEME puisse au fur et à mesure se détacher pour continuer peut-être, mais de manière beaucoup plus externe d'une certaine façon, en tout cas comme n'importe qui d'autre, venir contribuer, soutenir l'effort. Tout à l'heure, Damien Hartmann, on n'a pas fait de tour de table, donc, mais le président notamment de Open Space Makers, donc, qui est une association qui travaille à la production de communs, notamment numérique, mais pas que dans le domaine du spatial. Pareil, je pense que dans ce contexte-là, il y a eu dès le début, parce que c'est quelque chose qui a été fortement soutenu par le CNES, cette importance apportée par le CNES à la volonté que ça ne dépende pas que de l'acteur public tel que l'était le centre de recherche. Donc ça, c'est un point qui est particulièrement important. Et donc, il y a quelques éléments, notamment en termes de limitation de durée, de mandat, je passe rapidement, mais surtout l'accompagnement de faire en sorte qu'on se saisisse de plus en plus de la démarche. Rapidement aussi, sur la documentation, c'est essentiel. On est de façon documentée, mais là, en plus, on est sur une documentation aussi qui est publique, pour le coup, qui doit être ouverte, accessible. Donc, il y a un point, et justement, faire en sorte que cette documentation du projet et tout au long de la vie du projet soit accessible en fait aux membres qui voudraient aussi s'engager ou s'inscrire dans cette démarche de commun. Donc, il y a différents outils effectivement qui peuvent permettre effectivement de penser ça, mais là aussi, ça se réfléchit dès le départ du projet. Même si parfois on fonctionne un peu au fil de l'eau et on apprend un petit peu en marchant, hein, ça doit être effectivement pensé un peu collectivement. Et puis, voilà, on a des outils, j'en parle un petit peu après, je crois, qui permettent, par exemple, des wikis ou d'autres, hein, qui permettent effectivement de faire en sorte qu'on documente alors chaque acteur finalement du projet et chacun dans son périmètre qui a été défini au préalable, mais qu'on vienne documenter effectivement le projet. Benjamin tout à l'heure a parlé de la Fabrique des mobilités. Nous, on collabore avec eux sur un projet de commun, justement, parce que vraiment leur ADN, c'est les communs autour notamment des projets de mobilité. Au départ, effectivement, c'était plutôt piloté par l'ADEME, et puis effectivement, une association, la Fabrique des mobilités, a été créée pour porter finalement ces projets de commun-là autour de la mobilité. Et donc, nous, on a un peu autour du self-data territorial, donc c'est gros comment mettre l'individu en créer leurs données personnelles, notamment de mobilité, de les stocker dans un entrepôt de données personnelles, et puis derrière, d'en prendre connaissance pour leur permettre d'accompagner leur changement de mobilité, vers des mobilités justement qui sont plus durables, plus douces. Et donc, c'est un chantier, un projet qui est avec plein de partenaires, on voit plein de logos, mais voilà, c'est un chantier assez vaste où la Fabrique des mobilités, justement, est un peu notre opérateur sur la création des logiciels, des briques logicielles qui sont nécessaires à ce projet-là, hein, entre l'entrepôt de données personnelles, le logiciel qu'on appelle Code CO2, qui analyse justement les traces de mobilité, une application mobile qui s'appelle Trace et qui vient collecter les traces de mobilité des individus depuis leur smartphone. Et donc, on a l'ambition justement de créer des communs de logiciels et de connaissances. Et donc, la FabMob, qu'on a choisi comme opérateur, vient justement nous permettre d'animer toute cette communauté autour de ces communs numériques avec des outils
outils qui sont mis à disposition de type wiki avec une structuration qui est vraiment, vraiment intéressante. Pour le coup, on a gagné en temps parce que finalement, on aurait pu nous aussi mettre en place une organisation ad hoc avec des outils ad hoc sur ce projet-là. Mais finalement, c'était plus cohérent d'aller vers un spécialiste quelque part de cette animation des communs et qui disposait déjà de tous les outils et d'une animation un peu, d'une expérience sur ce type de projet-là. Donc ça s'est fait assez naturellement. Et donc voilà, on a dû définir évidemment des licences qui sont associées, des outils, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que ça se pense aussi au départ du projet. Et puis ça facilite la vie une fois que le projet est lancé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, nous on a quelque part un peu sous-traité cette partie-là, même si on y contribue évidemment largement, un opérateur qui est la FabMob. Voilà. Et ça répond aussi pour moi à l'un des points qui était relevé tout à l'heure par Marina Aletti, c'est-à-dire comment assurer la continuité, notamment si une des personnes qui portait le projet disparaît. Ça. Ça se fait, alors c'est pas la seule solution, mais le fait que tout soit documenté au fur et à mesure, c'est un gage d'inclusivité. Donc, ça va permettre à toute personne de pouvoir rejoindre avec presque autant de connaissances que les autres personnes qui portaient le projet jusqu'à l'heure, et donc poursuivre les actions. Et là, c'est un exemple d'une démarche de documentation systémique pour les documents, parce que ça leur permet d'avoir une base de connaissances partagées, mais au-delà, ça permet vraiment des avantages en termes de... Donc on y met nos comptes rendus de réunion, enfin ceux qui sont publics en VF, on y met les supports, on y met les sources logicielles, on explique les différentes itérations. Enfin c'est effectivement un gros boulot, mais pour le coup il est partagé et piloté pour la FabMob, c'est-à-dire qu'on dans le projet on a adhéré à la FabMob aussi pour qu'ils passent du temps, notamment avec la cotisation qu'on a auprès de cette association, pour ce travail de documentation. Donc, c'est vraiment très précieux. C'est effectivement une tâche à accomplir, ça se valorise, mais ça fait partie effectivement du spectre un petit peu du projet qu'on a imaginé au départ. Alors, j'ai coupé ma caméra, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai un petit peu un problème de bande passante du côté de Lyon. La fibre a été coupée dans mon quartier, donc autant vous dire, c'est… Marina, remercie. Je voulais dire qu'il y avait une conversation assez intéressante aussi dans le chat entre Jeanne et Damien Hartmann, où du coup était réaffirmé le choix de la licence pour protéger aussi le travail qui évidemment avait été développé dans le cadre du commun, donc du coup, ou en tout cas empêcher certaines choses, ou en tout cas régler un certain nombre de choses. Dernière chose, peut-être pour conclure, puisqu'il est 12h36 et qu'on est sur la fin de cette masterclass, je vous laisse, messieurs, peut-être faire le point sur les ressources accessibles. Et moi, je rappellerai peut-être en clôture comment est-ce qu'on retrouve les infos que vous avez partagées aujourd'hui, après le temps de la masterclass et d'ici quelques jours. Oui, alors peut-être juste merci pour conclure. Tout ce qu'on a dit vous sera partagé. Les quelques ressources qui nous semblent utiles aussi pour compléter, parce qu'on ne peut pas tout détailler autant qu'on aimerait, ont été évoquées, notamment le tutoriel commun numérique, la boîte à outils d'incubateur de territoire qu'on a mentionné. Peut-être que tu détaillais aussi les quelques liens, il y a quelques liens qui avaient été ajoutés aussi dans la discussion et les échanges préparatoires avec David Berthiaud, qui sont autant d'éléments de sensibilisation finalement à ces sujets de commun numérique, qui est la première étape pour pouvoir comprendre et donc s'engager et se positionner. Ouais. La bataille du libre, c'est un film de Philippe Borel qui est vraiment très très intéressant sur la notion des brevets et des licences qui sont aussi associés et un peu au cœur de ces sujets-là, pour lesquels on avait fait une projection nous à La Rochelle et qui fixe bien ces enjeux-là qui sont vraiment des enjeux sociétaux véritablement. Donc, et là-dessus aussi, n'hésitez pas. Donc, encore une fois, on va intégrer vos contributions dans les slides, donc dans la synthèse qui sera avec tout ça. Si vous avez des éléments qui vous semblent utiles à rajouter pour mieux comprendre et contribuer à ces démarches de commun numérique, partagez-les nous, puis on intégrera tout ça. C'est ouais, vous pouvez même les balancer directement dans le chat. Cette conversation étant absolument enregistrée, je conserve tout ce qui a été écrit, même les changements de prénom. Voilà.
Allez, c'est la fin. Donc, du coup, on vous tient au courant sans faute dans les semaines. Enfin, j'avais envie de dire dans les jours, mais c'est peut-être les semaines à venir avec une publication générale qui reviendra sur l'intégralité des parcours, dont les communs, mais aussi sur les comptes rendus des différentes masterclass et ateliers. On va essayer, nous aussi, de faire un effort de documentation, en tout cas de documentation partagée, pour essayer de permettre à chacun de se saisir des contenus qui ont été produits et peut-être même de les enrichir à force d'efforts et d'événements. Moi, je suis très contente. On est arrivé jusqu'à 60 sur cette masterclass. Peut-être que si on l'avait fait en présentiel, on n'aurait pas été autant. Donc, la grande nouvelle, c'est que ça permet certainement, en tout cas, d'identifier des besoins ou en tout et de repréciser ce qui peut être fait autour des communs. Et puis, je me permets quand même de rappeler que vous êtes joignables, messieurs, et que si vraiment quelqu'un avait un projet un peu concret, vous pouvez être aussi des interlocuteurs absolument valables pour en discuter. Voilà. Donc, on mettra les coordonnées, les contacts, etc. aussi dans ce compte rendu. Merci beaucoup, Laurie, pour l'animation. Eh ben, de rien, tu sais, je faisais un peu Annie Pujol quand même, sans vouloir dire du mal d'Annie Pujol, je passais les plats, quoi. Merci à vous en tout cas et on se dit à très bientôt.